Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Je suis Théo Aberbuch, le directeur des rédactions de l'agence d'information Newstank et de son média ouvert Campus Matin. Nous organisons aujourd'hui avec le réseau des INSPE ce webinaire dans un contexte en pleine actualité. Je pense notamment aux États généraux du numérique éducatif lancés par le ministère de l'Éducation. Je pense aux auditions qui ont été menées par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée en amont de ces états généraux. On y a parlé, on y parle, et puis on va parler aujourd'hui de la formation au numérique des enseignants. C'est le thème avec lequel sur lequel on a sollicité nos intervenants que je vous présente dans un instant. J'en profite pour vous dire aussi de ne pas hésiter à utiliser le petit onglet questions que vous avez dans Livestorm pour vous présenter, pour nous dire qui vous êtes, et puis pour nous poser tout à l'heure des questions auxquelles on donnera la priorité. Donc, on va essayer de rendre ce moment le plus interactif possible pour que vous repartiez avec des réflexions, des idées et des réponses. Alors, avec moi, connecté 3 sur 4, on a un quatrième qui a peut-être des petits soucis techniques ou un petit souci et qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc, en tout cas, pour les 3 qui ont pu nous rejoindre à temps, je vous présente Elsa Langripper, qui est vice-présidente du réseau des INSPE et directrice de l'INSPE de Bourgogne. Elsa, bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. André Tricot, vous êtes professeur des universités à Montpellier, à l'université Montpellier 3, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Et vous êtes aussi l'auteur, et ça, on va en parler d'un rapport, de plusieurs rapports, en pleine actualité sur le numérique, l'enseignement et l'apprentissage. Bonjour. Bonjour à tous. Et Jean-Marc Mériot, vous nous parlez depuis la direction du numérique pour l'éducation, donc du ministère de l'Éducation, de la jeunesse et des sports. Donc, vous êtes le directeur de cette direction et on vous remercie d'être avec nous. Merci, bonjour à tous. Alors, on va faire un petit peu connaissance pour démarrer un petit peu ce webinaire, et puis je vais vous proposer à tous les 3 assez rapidement de réagir à une question d'actualité. On y pense tous, ce contexte sanitaire, ce confinement, cette bascule numérique. Vu de vos fenêtres respectives, est-ce que vous avez le sentiment que le confinement et la période de la crise sanitaire ont changé la donne en matière de numérique éducatif, et puis plus particulièrement dans les pratiques des enseignants? Elsa Langripper, je vous laisse peut-être commencer. C'est gentil, merci beaucoup. Je voudrais, par rapport à cette question, déjà peut-être très rapidement féliciter les enseignants qui avaient su répondre et qui ont su répondre présents pendant la période de confinement, et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse, nous, les fonctionnaires stagiaires qui sont formés dans les INSPE. Et pendant cette période de confinement, on a été très satisfaits de constater que les stagiaires formés au sein de nos instituts ont eu toutes les compétences pour assurer cette continuité pédagogique, en tout cas pour essayer de maintenir autant que faire se peut le lien pédagogique, d'une manière qu'on pourrait qualifier de remarquable au vu de leur peu d'expérience dans le métier. Voilà. Et on peut l'affirmer parce qu'on a eu d'excellents retours, notamment de la part des chefs d'établissement, et c'est important de le souligner parce que on a vu qu'ils avaient su réagir avec efficacité à une situation d'urgence qui n'est absolument en rien comparable avec un enseignement ordinaire. Voilà. Et c'est toute une méthode de travail, et ça fait le lien avec votre question, toute une méthode de travail qu'il a fallu revoir très rapidement. Ça s'est fait un peu en 2 temps. Au départ, ils ont, simplement essayé d'adapter l'enseignement habituel à distance, et on a vu avec eux que ça ne fonctionnait pas très bien, ni pour eux ni pour les élèves d'ailleurs. Et petit à petit, on en a beaucoup discuté en formation, puisque nous-mêmes, enseignants en INSPE, nous étions à distance avec nos étudiants. Petit à petit, ils ont pensé le distanciel. Je dis ça dans le sens où ils ont mis en place des activités plutôt asynchrones, une meilleure planification de ces activités, ce qui a rendu, et pour eux et pour les élèves, cette période un petit peu plus efficace, un peu plus vivable. Ce qu'on a pu observer aussi, c'est que la formation qu'on proposait dans les INSPE a été source de solutions ou de bonne conduite de cette continuité, et des dispositifs tels qu'on peut travailler avec eux, par exemple, les classes inversées. On voit que ce travail qu'on a mené en amont avec eux les a aidés pendant le confinement à construire des scénarios d'enseignement à distance. Voilà, donc je sais que le rôle des formateurs et des INSPE a été majeur dans cette mise en œuvre de la continuité pédagogique. Et pour terminer ce propos introductif et pour répondre véritablement à votre question et pour ouvrir en fait à la suite, il me semble essentiel de pouvoir réfléchir ensemble, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, à la façon d'accompagner un futur enseignant ou un futur CPE, notamment par un développement des usages du numérique, mais pas de le faire uniquement dans le contexte de crise
que nous avons connu, qui a été effectivement une sorte de catalyseur, mais de façon plus large. Et c'est le souhait que nous avons ici avec ce webinaire que nous organisons avec vous. Et voilà, nous sommes ravis d'aller dans cette voie-là. Merci Erza. Alors je précise d'ailleurs, on va voir les inscrits, on voit un petit peu en direct combien il y a de participants. Vous étiez quand même déjà 300 inscrits ce matin, 300 inscrits. Donc pour ceux d'ailleurs qui ne seront pas présents, on renverra évidemment la vidéo de ce webinaire pour que ça soit consultable après. Jean-Marc Mériot, je me tourne vers vous. Je salue aussi rapidement Daniel Lebray qui nous a rejoint et à qui on va donner la parole tout à l'heure. Jean-Marc Mériot, qu'est-ce qui change en matière de numérique éducatif et de formation des enseignants avec ce contexte très particulier? Pour aller dans le même sens que Elsa, je pense que ce qu'on a pu observer, c'est quand même un usage massif du numérique comme nous n'en avons jamais observé. Donc la question, elle est bien celle-là aussi, c'est-à-dire que ça a été, en tout cas pour ceux qui travaillent depuis longtemps sur les enjeux du numérique, une opportunité, on va dire, même si on peut être amené à se dire que est-ce que réellement c'était une opportunité, mais en tout cas, ça donne aussi une vision massive de l'usage du numérique et ce qui a pu en être fait. Et donc, par rapport à ça, c'est un formidable, en tout cas, c'est une expérimentation grandeur nature, même pas une expérimentation, mais quelque chose qui, en soi, est un objet d'étude à part entière qui doit nous permettre, là aussi, de pouvoir construire sûrement durablement la question du numérique dans la classe, dans la formation, et ainsi se dire qu'on peut donner une nouvelle impulsion à la place du numérique dans notre école. Donc je pense que voilà, c'est ce que on cherche à faire dans le cadre des états généraux du numérique pour l'éducation. Et c'est vrai que c'est cette démarche-là qui nous intéresse, de pouvoir construire ensemble aussi cette vision partagée de ce que doit être le numérique au sein de notre système éducatif. Alors, pour revenir plus spécifiquement sur la question aussi de la formation, je pense que ce qui a été amené à être souligné, c'est la question de travailler ensemble autrement, qui constitue une thématique à part entière des états généraux du numérique pour l'éducation, parce que ce travailler ensemble autrement doit nous permettre, là aussi, dans la relation entre pairs, de pouvoir construire des dynamiques pédagogiques sûrement différentes. Et le confinement nous a amené aussi à ça. Et je tiens là aussi, comme Elsa a pu le faire, à remercier tous les enseignants qui, là aussi, ont su s'adapter très rapidement, ont su prendre en main des outils qu'ils connaissaient, d'autres qu'ils ne connaissaient pas. Mais là aussi, on voit bien qu'ils ont été force d'initiative et plus que d'ailleurs force d'innovation, parce qu'on ne cherche pas toujours la question de l'innovation derrière tout ça. Je pense qu'il y a aussi la prise en main des outils et le fait qu'on puisse les utiliser dans sa pratique quotidienne. C'est surtout ça qu'on recherche, c'est pas non plus à rechercher et à faire que le numérique soit absolument une source d'innovation absolue. Mais c'est bien cette dynamique-là dans laquelle on doit s'inscrire. Et se travailler ensemble autrement, il faut sûrement qu'on puisse établir ce que doit constituer pour l'ensemble de la communauté éducative et en particulier les enseignants, ce que doivent être ce qu'on appelle aujourd'hui les communs numériques, c'est-à-dire ces outils qui nous permettent de pouvoir là aussi travailler totalement différemment. Alors après, sur la question encore plus spécifique de la formation, même si on a déjà fait beaucoup de choses, il nous faut encore aussi aller plus loin. Et on le voit bien à travers les différentes expériences. Voilà, il faut qu'on puisse encore renforcer ses compétences numériques. Les enjeux de certification des compétences numériques constituent là aussi une dimension importante pour nous permettre là encore de pouvoir voilà, savoir là où nous en sommes dans nos compétences numériques. Je pense qu'on a besoin tous d'être dans cette approche-là, de se dire à l'aune de ce qu'on a vécu, je me suis retrouvé en difficulté sur certains points, j'ai pu observer que il y a certains éléments qui étaient plus faciles pour moi à intégrer. Et puis, je pense aussi qu'il y a une question en matière de formation qui est aussi très en lien avec la relation aux parents, parce que ce qu'on a vécu a été aussi une autre forme de relation avec les parents. Et donc, là aussi, on sait que l'ensemble des outils existants sont là, mais très souvent, les parents n'ont pas non plus tous la même pratique du numérique. En tout cas, certains peuvent être aussi éloignés du numérique. Donc, l'enseignant va devoir faire aussi avec toute cette approche multiforme. Et donc, il nous faut aussi intégrer cette dimension-là dans les dispositifs de formation parce que
nous ne sommes pas dans un environnement totalement homogène, on va dire, où chacun… voilà. Donc, c'est tout ça qui, je pense, doit faire l'objet aussi des évolutions telles qu'on doit les porter aujourd'hui en matière de formation. Et je finirai sur quelque chose, parce on l'observe aujourd'hui assez finement dans le cadre de l'ensemble des retours qu'on peut avoir, que ce soit à travers les laboratoires de recherche, puisqu'on a été amené à pouvoir mobiliser beaucoup de laboratoires de recherche aussi pendant cette période-là, et on commence à avoir aussi des premiers retours en matière de littérature sur beaucoup d'écrits et beaucoup de travaux qui ont été menés. La question, c'est que le numérique qu'on a utilisé a été beaucoup un numérique de transport, c'est-à-dire qu'on a été amené à pouvoir voilà, utiliser des outils qui étaient dans une vraie logique aussi de consolidation des acquis. Et pour rejoindre là aussi ce qu'a pu dire Elsa, c'est que aujourd'hui, il va falloir aussi qu'on soit en capacité de pouvoir utiliser d'autres outils qui doivent nous permettre, là encore, de pouvoir offrir, sûrement, en tout cas, d'avoir des outils numériques qui peuvent nous amener à pouvoir construire des savoirs, à construire des compétences. Et là-dessus, on voit bien qu'on a aussi encore du travail pour pouvoir permettre l'utilisation de ces outils-là dans le cadre pédagogique. Donc, c'est tout ça qui nous à l'aune de ce que nous avons vécu et de pouvoir faire aussi évoluer les dispositifs de formation. Voilà, merci. On a un copieux effectivement menu, travailler ensemble différemment, s'outiller, les relations avec les usagers, les parents, la certification. Vous nous avez effectivement bien posé les choses. On va y revenir. André Tricot avec cette question de départ évidemment volontairement simple, mais qui ouvre à plein de choses. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Il me semble que ce qu'a dit Elsa est vraiment le plus important, c'est ce qu'on voit bien dans les enquêtes qui ont été publiées depuis, c'est une première phase où on peut éventuellement imaginer que des outils numériques puissent constituer une solution pour transposer à distance ce qu'on fait en présence, et puis vite une adaptation pour reconcevoir des situations qui sont différentes et pour lesquelles les outils numériques ne constituent pas une solution, mais bien des outils au service de nouvelles stratégies et de nouvelles situations. Et la deuxième chose qui m'a semblé remarquable, en tout cas pour moi qui doute depuis des années de l'utilité des ENT, ben là j'en ai pris plein la figure, de loin, en tout cas chez dans le second degré. Je ne sais pas pour l'enseignement supérieur, mais les ENT ont été de loin les outils les plus utilisés, même si c'était pas tellement pour des fonctions pédagogiques, mais plus des fonctions de communication et on va dire d'organisation. Mais voilà, donc j'arrêterai de médire. C'est évidemment un point intéressant et ça renvoie à cette question des outils. Merci André Tricot. Daniel Lebray, merci de nous avoir rejoints. Je vous ai pas présenté en détail tout à l'heure, j'en dis un mot maintenant. Vous êtes aujourd'hui un spécialiste de l'éducation, mais enfin un spécialiste qui a quand même été dans la salle de classe, impliqué aussi dans les activités syndicales, et puis qui a été un entrepreneur aussi. Donc, vous avez au moins ce triple regard sur l'éducation. Alors, je vous pose la même question qu'aux autres, qui est de savoir ce que le confinement a changé en matière de pratique et puis peut-être de formation des enseignants. Non, moi, je ne suis pas un spécialiste comme les trois autres intervenants. Je suis juste un modeste intervenant. Voilà, en gros, moi, le confinement a été un révélateur. Voilà, je dirais simplement ça a été un révélateur parce que ça a poussé un peu tous les fonctionnements et dysfonctionnements, ça les a mis sur la table et du coup, toutes les enquêtes, moi je suis d'accord avec M. Tricot, toutes les enquêtes montrent qu'effectivement, il y a eu à la fois des choses très innovantes, très intéressantes, puis à la fois, il y a eu des trous dans la raquette et si on s'intéresse aux trous dans la raquette, on n'est pas bon, si on s'intéresse qu'à ce qui a réussi, on n'est pas bon. Donc moi, qu'est-ce qui change fondamentalement et qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus aborder les questions de formation, selon moi, de la même façon? C'est à peu près trois éléments. Le premier élément, c'est qu'en fait, le numérique, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un outil, ce n'est pas du matériel, ce n'est pas de la connexion. Le numérique, aujourd'hui, il est en train de bouleverser avec la robotique, le calcul quantique, Neuralink, on l'a vu avec Elon Musk, et en gros, il est en train de bouleverser toute la vie des gens, la vie du travail, la vie dans tous les aspects où on s'aperçoit. Donc aujourd'hui,
La première des formations qui me semble être la plus importante, c'est un travail autour de la méta, c'est-à-dire la compréhension philosophique de ce qui se joue autour d'Internet. Vous savez que les Américains utilisent énormément la data comportementale pour comprendre comment agissent les gens. Et donc, je ne dirais pas qu'on est en retard en France un peu sur les questions de la data, mais si j'étais ministre de l'Éducation et que je demande quelle a été la data des comportements pendant le Covid, la période de confinement, je serais bien normal d'avoir un retour immédiat. J'aurais des éléments, j'irais chercher la data des ENT, la data de Pronote, la data en gros de la multiplicité des outils, mais je n'aurais pas un élément, alors que quand vous êtes sur Teams ou sur WhatsApp, vous avez immédiatement la data qui est immédiatement impactée. Vous savez si l'enfant il recherche plus, par exemple, les fractions, l'accord du participe passé, et ça, c'est un outil de pilotage énorme. Et donc aujourd'hui, cette réflexion sur ce que dit Internet aujourd'hui à l'ensemble des sociétés, pas seulement l'enseignement, à mon avis, devrait être un aspect majeur, c'est ce que j'appelle la méta. Le deuxième aspect, c'est une question plus, est-ce que les usages nouveaux des jeunes ont quelque chose à dire à la formation, et est-ce que la formation n'a pas quelque chose à voir dans ce qui se passe je prends un exemple. Vous savez, il y a plein d'exerciceurs, il y a plein d'outils, il y a un outil du CNED, c'est le devoir fait. Et en fait, on a postulé sur tous ces exerciceurs et sur ces outils que les gamins allaient poser des questions. Alors, bien sûr, les enfants qui ont des parents à bac plus 15 posent des questions, mais la majorité des gamins ne posent pas de questions. Ils ont des pratiques numériques qui sont intéressantes à regarder et dont on peut trouver des moyens d'en tirer quelque chose pour l'enseignement. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils snapent, ils share et ils taguent. Voilà, en gros, la pratique majeure quand il y a un devoir d'enfant, c'est je prends la photo de mon devoir, je la transmets à ma communauté et je donne un avis sur ce truc. Donc, à partir de ces trois comportements, la question que je pose, c'est que je nous pose, parce que je n'ai pas forcément de réponse, c'est est-ce que ces pratiques des jeunes, elles sont suffisamment connues des enseignants? Est-ce que ça dit quelque chose à la formation suffisamment? Je n'en suis pas sûr. La dernière chose que je veux dire, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les enseignants ont été confrontés alors à une multiplicité. Je sais qu'il y a 17 ENT, je sais qu'il y a, voilà, je ne veux pas de dessin, mais ils sont face à des produits qui sont légitimes, il n'y a pas à dire. Un outil de lecture comme la Lilo est un outil légitime, je ne vais pas porter jugement sur Pronote, voilà, des multiplicités de produits. Et aujourd'hui, une des questions en matière de formation, et vous venez de la poser dans votre introduction, c'est de savoir quels sont, entre guillemets, je mets un guillemet très fort, des services. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, l'idée pourrait être de creuser, pourrait être intéressante à creuser, de savoir, quand un enseignant utilise sa photocopie, est-ce qu'il y a des outils numériques qui lui permettent, à partir de la photocopie, d'intermédier une relation avec les enfants, avec les contenus, etc. C'est un des sujets majeurs, c'est de passer de la logique de produit à une logique de service au sens utilité pédagogique. Je n'entends pas au terme de service, on ne va pas rendre des services. Et donc cette question, elle est majeure. Il y a actuellement une expérimentation dans laquelle Versailles qui travaille sur ce sujet-là. C'est une toute petite expérimentation, mais qui va permettre, à partir de n'importe quel contenu, un dessin, une image, un manuel scolaire, une photocopie, excusez-moi, il y avait Théo, une photocopie, de pouvoir utiliser ce support papier, ce support physique, ce support numérique, et de pouvoir, en tant qu'enseignant, y ajouter, un enseignant augmenté, y ajouter quelque chose. Voilà, en gros, je suis dans la logique des services pédagogiques et pas dans la logique des produits qui existent et qui sont nombreux et avec lesquels il faut vivre aussi. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Mais ça nous pose, vous avez tous les quatre été très inspirés, donc de toute façon ces sujets-là sont effectivement plein de profondeur. Elsa Langripper, je me retourne vers vous virtuellement pour vous demander finalement, parce qu'il faut quand même partir de là un petit peu. Aujourd'hui, alors d'une manière un peu provocante, on se doute bien que la réponse n'est pas oui, mais est-ce que les enseignants découvrent le numérique au sens y ont-ils été formés?
Et par rapport à ce que disait Daniel Lebray à l'instant, est-ce qu'ils ont une compréhension assez complète des comportements des jeunes, des élèves, pour s'appuyer peut-être sur des pratiques et les utiliser dans la pédagogie? Alors, merci de cette question poil à gratter, Théo. Alors, je vais vous répondre. Ça dépend de quel enseignant vous parlez. Je voudrais rappeler ici quelque chose que parfois on oublie, souvent dans les enquêtes où on interroge les enseignants sur leurs besoins en formation, que ce soit en formation numérique ici, on s'adresse en fait à ceux qui n'ont pas été formés en INSPE, puisque ceux qui sont sortis des SP et des INSPE ne représentent que 10% de la population des enseignants. Donc, je vais répondre pour ma part, si on parle des enseignants qui ont été formés dans les SP et dans les INSPE, puisqu'on est sur ce continuum depuis 2013, non, ils ne découvrent pas le numérique, puisque dès la création des SP en 2013, la formation au et par le numérique a été adossée à la fois au référentiel de compétences des métiers du professorat de l'éducation, et notamment sur la compétence 9. Puis après, nous nous sommes appuyés sur le cadre de référence de compétences numériques en 2019. Voilà, donc dans les maquettes, évidemment, existent des modules ou des temps de formation qui permettent aux étudiants de Master MEF de maîtriser les outils numériques, de maîtriser l'environnement numérique, d'essayer d'utiliser le numérique à bon escient. Je vais peut-être y revenir parce que ça me semble important. Et puis, in fine, d'améliorer l'apprentissage des élèves et la réappropriation des outils numériques par les élèves au niveau scolaire. Si notre mission d'INSPE, c'est de préparer des étudiants à l'exercice du métier, à adopter des pratiques professionnelles qui sont adaptées au public, au contexte et à leurs évolutions, cet apprentissage avec le numérique, il est bien développé dans le cadre des enseignements, que ce soit d'ailleurs en formation disciplinaire ou transversale. Et c'est notre force en tant que composante universitaire, il est nourri et renforcé par les travaux et les résultats de la recherche qui est pratiquée dans les INSPE. Voilà. Alors, nous sommes persuadés que la formation au numérique est fondamentale dans le développement des capacités de l'enseignant et du CPE, et notamment dans son autonomie à utiliser le numérique dans son métier. Voilà. Donc, cette formation nourrie par la recherche, c'est la base de son aptitude à discerner ce que pourraient être des usages pertinents et responsables dans son domaine, de sa capacité à les mettre en œuvre, à les analyser de façon critique et puis à les faire évoluer au bénéfice des apprentissages et de la formation des élèves. Une des compétences majeures que l'on s'attache à développer dans les INSPE chez les étudiants, c'est la réflexivité. Et le numérique n'échappe pas à cette règle. Voilà, le numérique n'est jamais présenté comme l'alpha et l'oméga de l'enseignement. Ce qu'on souhaite, c'est que nos étudiants, à leur niveau, sur ces 2 années de master, parfois sur une seule année, suivant le cursus, puissent réfléchir à son utilité et à sa place dans son enseignement. De même, on essaie de faire bouger les représentations des étudiants sur les usages du numérique, là où les étudiants imaginent que forcément, quand il y a du numérique, c'est source de motivation chez des élèves. Voilà, c'est des choses aussi là qu'il nous faut travailler avec eux. Alors, ces usages que l'on peut considérer comme pertinents seraient notamment ceux qui facilitent au niveau des classes peut-être la différenciation en permettant de varier les approches, de varier les supports, d'utiliser, quand ils existent, tout ce qui est les outils de type compensatoire pour les élèves en situation de handicap, quand on travaille sur l'inclusion aussi dans nos maquettes de Master MEF. Par exemple aussi, je pense aux robots de téléprésence. Maintenant, les INSPE en sont équipés. À la fois, bien sûr, ça nous permet nous-mêmes de former nos étudiants quand ils sont empêchés, mais aussi de former nos étudiants à les utiliser dans les classes avec les élèves. D'autres usages pertinents peuvent être tous ceux qui facilitent la collaboration entre les élèves ou entre les enseignants, la créativité, voilà, l'ouverture. C'est par ça que j'entends usage peut-être pertinent. Et c'est aussi, si je peux continuer, tous ceux qui vont permettre de varier les lieux et les moments d'apprentissage de l'élève. Et c'est assez d'ailleurs passionnant de discuter de tout ça avec les étudiants. Les usages du numérique vont nous permettre d'interroger la forme scolaire traditionnelle et d'en inventer d'autres.
soit parce qu'on souhaite adapter son enseignement à des contraintes, soit parce qu'on souhaite varier, soit parce qu'on souhaite faciliter. Voilà. Peut-être, Elsa, oui, je remercie tous les participants qui posent des questions et je signale aussi, la plupart d'entre vous ont l'air d'avoir pris le pli de voter. Ça m'aide beaucoup aussi, moi, pour sélectionner les questions prioritaires. Et donc, une des questions qui a été posée était de savoir, dans les nouvelles maquettes, la prise en compte de ces questions numériques. Puis on continuera comme ça tout au fil de la conversation à bien remonter ces questions. Donc, peut-être juste sur ce point précis des nouvelles maquettes et de la place du numérique. Alors, dans les nouvelles, oui, donc on est en pleine phase de réforme. Il doit y avoir 2-3 personnes qui le savent, qui sont concernées, qui sont concernées. Bien à eux. Alors, ce que j'essaie de vous indiquer là dans ce que je disais, c'est que on parle pas de zéro. On a une certaine expérience dans la formation au et par le numérique depuis un certain temps, et évidemment il faut faire évoluer ça, puisque de toute façon c'est le propre des formations MEF. On est en constante évolution puisqu'on est tout le temps en train d'essayer d'adapter nos formations aux besoins, et les besoins des enseignants sont en constante évolution. Donc c'est le propre même de la formation en INSPE. Donc faire évoluer le master MEF, comme on est en train de le faire là, en cohérence avec les enseignements, ça implique effectivement d'être en cohérence avec la réflexion sur le numérique. Et pour nous, le numérique, ça doit pas être relégué à un enseignement de plus ou à une solution à tous les problèmes rencontrés par le système éducatif. Alors, peut-être dans l'évolution, ce qu'on aurait souhaité, mais ça fait le lien peut-être avec ce qu'on va dire avec Monsieur Mériot, on aurait souhaité pouvoir intégrer dans ces nouvelles maquettes la certification PICS Prof pour pouvoir être en adéquation aussi avec ça. C'est vrai que depuis que le C2I2E n'est plus obligatoire dans les formations, on a été un peu en perte de vitesse sur ces certifications, même si, je tiens aussi à le dire, dans les INSPE, on a continué d'inciter pour le moment nos étudiants à cette certification. Et là, on est un tout petit peu en décalage avec la certification PICS plus prof, où on aurait vraiment aimé les intégrer d'ores et déjà dans la réforme et d'ores et déjà dans nos maquettes. Voilà, bon, je sais il y a des groupes de travail, on en fait partie, et on va les intégrer dès que possible, au moment voulu, dans nos maquettes de formation. Très bien. Alors, on avait prévu, puisqu'on a préparé tout ça ensemble, de dresser un peu les choses avec André Tricot, parce que je sais pas si tout le monde ici en a conscience, mais il y a un rapport, une série de rapports en fait qui vient d'être mise en ligne sur le site du CNESCO. Je vous partagerai tout à l'heure le lien, donc sur la place du numérique. Hein, je fais simple, André Tricot, puis vous allez m'expliquer les choses beaucoup mieux sur la place du numérique dans l'éducation. Je vous propose qu'on se garde en tête là cette question de PICS, de la certification. On y vient tout de suite avec Jean-Marc Mériot, mais André Tricot, je voudrais vraiment que vous nous fassiez partager, parce qu'on a la chance d'être vraiment en pleine actu, la substantifique moelle de vos travaux dévoilés vraiment aujourd'hui. En fait, donc ce sont des travaux que j'ai coordonnés, mais c'est vraiment il y a 11 collègues qui ont participé et donc j'ai sollicité pour des rapports sur des sujets différents. Moi, le résultat qui m'a le plus impressionné, c'est quand j'ai demandé à des auteurs de faire le bilan discipline scolaire par discipline scolaire. On a des paysages complètement différents d'une discipline à l'autre. Donc, ce sont bien des outils différents qui sont utilisés dans des disciplines différentes. Et la deuxième chose, avec des fonctions pédagogiques différentes. On a identifié 25 grandes fonctions pédagogiques. Et je parle bien des fonctions pédagogiques, hein, pas des fonctions de communication, etc. Des fonctions pédagogiques pour des apprentissages scolaires qui sont vraiment extrêmement différentes, de sorte que, voilà, hein, si vous avez 7, 8, 9, 10 outils différents utilisés dans chaque discipline différente et toutes ces fonctions pédagogiques différentes, vous avez un paysage du numérique éducatif qui est extrêmement contrasté, avec des domaines dans lesquels on a de fortes plus-values apportées par le numérique, des domaines dans lesquels il n'y a absolument pas de plus-value, des domaines dans lesquels, pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien et qu'on est incapable de faire des bilans sur des questions qui sont encore trop peu documentées pour pouvoir faire l'objet de synthèse. Une autre chose qui m'a semblé très intéressante dans ces rapports, c'est que
c'est extrêmement compliqué, si on regarde les choses de près, d'établir un lien entre les apprentissages qui sont réalisés en dehors de l'école, dans les pratiques quotidiennes des outils numériques, et ce qu'on apprend à l'école, donc avec le numérique ou pour le numérique. Et comment dire, il y a une porosité à double sens, hein, à la fois de ce qu'on apprend à l'école et qu'on pourrait utiliser chez soi, ou ce qu'on apprend dans les pratiques quotidiennes et qu'on pourrait utiliser à l'école. Et par ailleurs, pour revenir sur l'ENT, il y a eu un rapport très intéressant sur les relations école-famille et la contribution des outils numériques là-dedans. Et sur cet aspect, j'étais impressionné de voir que globalement, les outils qui sont utilisés aujourd'hui améliorent beaucoup la quantité et la fluidité des relations entre école et famille, mais ne résout absolument pas le problème des familles qui sont très éloignées de l'école ou des familles qui sont fâchées avec l'école. En revanche, les familles avec lesquelles les relations sont déjà bonnes, ça améliore ces relations et ça améliore la fluidité des communications. Donc, bon, en fait, c'est toujours la même chose. On a juste des outils qui font l'objet. Et je crois que c'est important de dire ça. Au plan international, on en est à des centaines de milliers de publications sur le sujet, et y compris sur les learning analytics dont il était question tout à l'heure. Hein. Il faut faire attention, on n'est pas du tout dans une terra incognita. Je sais pas, sur l'apport de l'intelligence artificielle à l'enseignement et à l'apprentissage, il y a 40 ans de travaux. Il y a des revues qui existent, il y a des colloques annuels internationaux sur cette question-là. Et c'est ça aussi que je trouve qu'on a voulu montrer dans ces rapports, c'est que on n'est absolument pas devant des questions nouvelles qu'on serait en train de découvrir, mais bien dans un champ de recherche et de pratique qui démarre dans les années 1970 et qui a eu des hauts et des bas, mais qui continue d'avancer doucement, mais d'avancer. Voilà, si je peux dire. Je rebondis un peu avec vous, André. Il y a deux choses là. Est-ce que, ok, travaux de recherche, état des lieux, voire découverte, il y en a donc beaucoup. Est-ce que ça diffuse? Est-ce que dans la formation des enseignants, c'est suffisamment connu? Elsa rappelait aussi que tous les enseignants ne passent pas par les INSPE et les ESPE. Donc, est-ce que finalement ce capital est suffisamment connu? Et puis, est-ce que, pour bien vous comprendre, pour avoir des réponses appropriées, il faut raisonner par discipline, du coup, et pas de manière globale? Bon, en fait, il y a des questions transversales, bien entendu, qui sont importantes dans toutes les disciplines. Par exemple, le fait que les outils numériques permettent une diffusion de l'information de moins en moins contrôlée, avec n'importe qui est capable d'écrire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Ça pose des problèmes qui sont d'évaluation de la fiabilité de l'information, par exemple, qui sont communs à toutes les disciplines. Et puis, il y a des spécificités disciplinaires. Je sais pas, en éducation physique et sportive, il y a quelque chose d'extraordinairement intéressant qui est en train de se passer. C'est le fait de pouvoir filmer un élève quand il est en train de prendre sa course d'élan sur un saut en hauteur, et puis après lui montrer l'image et lui dire, tu vois, à tel moment, ton pied droit, tu as pris l'appel à cet endroit-là, alors que ton pied, si tu le mettais à un autre endroit, etc. L'autoscopie, hein, c'est se regarder soi-même en train de faire quelque chose pour l'améliorer. Vous pouvez aussi utiliser ça en théâtre, mais à part ces deux domaines, l'autoscopie, elle n'a pas grande pertinence dans les autres apprentissages scolaires. Ce qui est en train de se passer en géographie, qui est en fait une redéfinition de la discipline, une profonde évolution des contenus disciplinaires, de la notion même d'information géographique qui est en train d'être bouleversée. Ben ça se passe bien entendu pas du tout dans d'autres disciplines. Donc c'est la spécificité disciplinaire. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que sinon, enfin, je sais pas. Un autre exemple, quand on a fait des enquêtes détaillées auprès des professeurs de mathématiques sur la partie algèbre, hein, je distingue de la partie géométrie. Sur la partie algèbre, l'outil le plus utilisé actuellement, c'est l'outil dont plus personne ne parle tellement c'est rentré, c'est la calculatrice. Voilà. Mais est-ce que ça vaut le coup de former les profs de français
les profs de langue vivante à l'usage de la calculatrice en classe de mathématiques. Non, c'est bien une formation spécifique. Voilà. Après, voilà, c'est tout, tout ça dans un contexte dans lequel on veut faire rentrer dans les 500 heures de formation des enseignants absolument tous les aspects de la formation. Voilà, il faut rappeler que en France, on a quand même décidé de consacrer 1500 heures à la formation des enseignants spécialisés et 500 heures, des éducateurs spécialisés et 500 heures à la formation des enseignants, ou 6 ans à la formation des dentistes qui s'occupent de 32 dents et 2 ans à la formation des enseignants qui s'occupent de 32 élèves. Donc, il faudrait faire l'hypothèse qu'une dent, c'est beaucoup plus compliqué qu'un élève, mais donc c'est tout ça. En fait, c'est bien entendu, la formation sur le numérique n'est pas suffisante, mais on l'a fait rentrer dans un espace qui est extrêmement restreint. On fera donc un webinaire odontologie très prochainement, parce que ça nous ouvre de belles perspectives. Merci André pour cette analyse et puis pour votre franc-parler. Alors je le redis aussi à mes intervenants, je vais me tourner vers Jean-Marc Mériot. N'hésitez pas à me faire signe aussi si vous voulez réagir à ce qui est dit. On va faire tourner la parole, mais le but c'est que ce soit interactif. N'hésitez pas à réagir quand vous le souhaitez. Jean-Marc Mériot, vous êtes forcément agile sur le numérique puisque c'est votre quotidien. D'ailleurs, vous avez commencé un teasing en indiquant par écrit à l'une des questions. Nous travaillons au déploiement d'un PIX enseignant. Elsa évoquait tout à l'heure les questions de certification qui intéressent visiblement beaucoup nos participants. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu clair sur ce qui existe et vers où on va en la matière? Il y a deux choses sur le PIX. Vous savez que PIX a été initié il y a maintenant 3 ou 4 ans sur une initiative du ministère de l'Éducation nationale pour tous les citoyens et pour que chacun soit amené à pouvoir passer son PIX. De là, on a déployé tout le travail qui a été fait sur le référentiel des compétences au point de vue européen, dont la France est, on peut le dire, leader sur la question, clairement, puisque le référentiel de compétences numériques aujourd'hui, tel qu'il a été déployé au niveau européen, nous avons été une force contributive très très forte et donc nous avons surtout travaillé au déploiement du PIX élève. D'accord. Donc aujourd'hui nous avons le PIX élève qui et je vous rappelle que voilà chaque élève de 3e va devoir passer dès cette année son PIX en 3e et à la fin du cycle terminal. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur cet enjeu des certifications compétences des élèves et en parallèle, on travaille aussi sur la certification des compétences numériques des enseignants. Alors, c'est vrai que ça aurait pu, on aurait pu essayer de le lier avec les réformes en cours et entre autres l'introduction de la certification des compétences dans le cadre du Master MEF, c'était aussi cet enjeu-là. Voilà, donc là, on est un peu... mais logiquement, au cours et je vous le dis, mais ça sera déployé au cours de l'année 2021 pour nous permettre d'avoir la plateforme PIX spécifiquement sur la certification des compétences numériques des enseignants, voilà, qui sera dans un cadre non obligatoire, mais qui permettra à chacun de pouvoir savoir là où il en est à travers ses compétences numériques. Et je pense que la question de la certification telle qu'on la pense aujourd'hui intègre aussi les enjeux tels que Daniel Lebret l'expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire autour de la dimension culturelle, cet enjeu de dire qu'aujourd'hui, on doit aussi intégrer la dimension culturelle du numérique dans l'ensemble des apprentissages et de pouvoir faire que chacun puisse savoir là où il en est compétences numériques. Pour rebondir aussi peut-être sur l'intervention d'André Tricot, je pense que ça reprend un peu une thématique aussi qui m'est chère, c'est que on voit bien que chaque discipline peut être amenée à faire un usage du numérique très différent, ou en tout cas il est en capacité de pouvoir, et ça c'est on va dire la capacité aussi d'initiative et d'innovation qui est très en lien aussi avec la liberté pédagogique, où chacun est amené en fonction de sa discipline à pouvoir aussi, et je pense que ce fondament, la liberté pédagogique comme en tout cas comme approche fondamentale de notre système éducatif n'est pas du tout remise en cause à travers le numérique, bien au contraire, elle permet là aussi de pouvoir vraiment
inscrire, en tout cas déployer les outils comme on le souhaite et au service de sa pratique pédagogique. Mais je pense qu'on a un enjeu de commun numérique, c'est-à-dire ce socle de base qui doit permettre à chacun de pouvoir aussi évoluer dans le cadre de sa discipline. Et je pense qu'on a aussi cet enjeu-là de bien comprendre quel doit être ce socle de base en matière d'outils, en matière de compétences et en matière de formation. Donc je pense que c'est tout ça qu'il nous faut aussi sûrement approfondir. Alors peut-être parce que on a aussi dans les participants visiblement des intervenants qui sont vraiment plus dans la sphère du supérieur et qui étaient surpris qu'on ne parle que de PICS. Il existe d'autres certifications au numérique que les universités utilisent, mais PICS, c'est vraiment l'outil privilégié au niveau de l'enseignement scolaire. Et visiblement, c'est dans les maquettes, hein, c'est ça, c'est nouveau, parce que là aussi, il a été dit par certains participants que c'est dans des nouvelles maquettes qui est intégré PICS, c'est ça? Oui. C'est à moi. Vous parlez à qui aura la réponse? À qui aura la réponse? Alors, dans le nouvel arrêté MEF, on parle effectivement des certifications au numérique, et c'est vrai qu'encore une fois, si on avait pu l'intégrer, mais c'est pas un souci en soi. Dès que PICS enseignant sort, on va l'intégrer, on va l'associer à nos formations. L'idée, c'est de le mettre dans un continuum de formation entre avant le master, avec le PICS en lycée, en licence. Pendant le master et après le master en formation continue et continue avec ce que disait Jean-Marc Mériot sur la montée en compétences des enseignants. Oui, Jean-Marc, allez-y. C'est que PICS est un outil, mais ça s'appuie avant tout sur un référentiel. Donc l'important, c'est le référentiel de compétences, d'accord? Donc l'outil et le PICS est le réceptacle, en tout cas, et l'outil qui permet de s'appuyer sur ce référentiel. Le travail du référentiel de compétences qui est intégré aujourd'hui dans le Master MEF, c'est ça l'important, parce qu'on peut bien évidemment être amené et les maquettes s'appuient sur ce référentiel de compétences. Et c'est là-dessus qu'il faut bien évidemment être amené. Et là où je pense qu'on a une dimension aussi qui est très européenne, hein, ou en tout cas qui s'intègre vraiment, on a essayé de construire une certaine universalité à travers ce référentiel de compétences. Donc je pense qu'on a là aussi une position, en tout cas il y a une dimension aussi très intéressante dans le travail par rapport au B2I tel que au CDZ, voilà, tous les travaux antérieurs, le fait d'avoir travaillé sur une approche assez universelle du référentiel, c'est aussi une dimension très forte pour l'inclure durablement dans la formation et dans les pratiques pédagogiques. Merci Jean-Marc Mériot. Peut-être Daniel, ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas entendu. Une réaction, une question, une remarque? Non, j'étais très intéressé par ce que disait André Tricot sur la somme des études que j'ai lues moi aussi. Et donc, je persiste à penser que, enfin, je ne sais pas, il faut que je m'adresse plutôt à Elsa, si je peux me permettre, est-ce que c'est un critère de recrutement en tant que tel, le numérique? Excusez-moi, je vous ai pas entendu. Enfin, mal entendu. Est-ce que c'est un critère de recrutement en tant que tel? Vous savez de recrutement en master ou de recrutement par l'éducation nationale? Par l'éducation nationale. Est-ce que quand on est un jeune, qu'on veut devenir enseignant, est-ce que dans les critères de recrutement, à un moment donné, vous savez, on devait traverser la piscine, faire les tirs en piscine. Voilà. Est-ce qu'on est capable d'avoir des compétences de base à tester pour au moins déjà dans l'entrée avoir des gens qui sont au moins qui ont un peu ces compétences? C'est une question très ouverte, mais elle m'intéresse. Oui. Vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Alors, je vais vous répondre en deux temps. En fait, au départ des SP en 2013, la certification C2I2E était obligatoire pour la titularisation. Et rapidement, ça a été abandonné. On peut s'interroger sur le pourquoi, mais ça a été abandonné. Voilà. Pour autant, je crois que les INSPE, les SP et l'INSPE n'ont pas abandonné de former les enseignants au numérique pour les enjeux que l'on connaît, et aussi parce que les formations MEF, comme le disait Jean-Marc Mériot, sont adossées au référentiel de compétences métiers, et que dans le référentiel de compétences métiers, il y a bien les compétences de maîtrise du numérique, de travailler avec le numérique et d'utiliser les outils. Donc, au-delà de la certification obligatoire ou non pour le recrutement, les INSPE s'emparent de cet objet de formation
par conviction et en lien aussi avec les compétences du référentiel métier. Alors, il y a des questions qui sont un peu, je fais un peu des paquets, hein, mais qui renvoient aussi à la question finalement de l'accompagnement des enseignants. Alors là, on était plus dans le registre de la formation continue, parce que là, on parle beaucoup de la formation initiale. Là aussi, où en est-on aujourd'hui dans l'accompagnement et quels sont les besoins qui peut se lancer là-dessus? Je pense que vous pouvez tous les quatre avoir des regards assez complémentaires là-dessus. Je veux bien, moi, juste faire le lien, du coup, si vous le permettez, hein, Théo, parce que vous êtes chez vous, faire le Elsa. lien entre... C'est gentil, j'ai grand plaisir d'être avec vous. De faire le lien entre justement la formation initiale et la formation continue. Moi, je voudrais qu'il y ait des ponts créés pour réduire l'écart que parfois je vois entre des enseignants qui sortent de la formation initiale et des enseignants qui, parce que n'ont pas eu cette formation à leur époque, parfois se retrouvent en décalage. Je vais vous donner des exemples très concrets. En formation, on va, que ce soit en disciplinaire ou en transversal, on va faire en sorte que nos étudiants testent. On a quand même beaucoup de matériel maintenant dans les INSPE. On répond à beaucoup d'appels à projets. On a vraiment du matériel numérique. Et donc, on crée des situations d'enseignement-apprentissage avec ces outils. On en discute au sein des formations. Et puis, il y a une certaine frustration quand ensuite nos jeunes stagiaires sont sur le terrain pour deux raisons. Parce que parfois, il y a des problèmes d'adéquation de matériel entre ce qu'ils ont dans les classes et peut-être celui qu'on peut avoir à l'INSPE. Et ou des pratiques différentes des collègues en poste qui, de façon parfois un peu abrupte, leur disent « Oui, non mais tu sais quoi, tu vas déjà essayer d'apprendre le métier tel qu'on le fait, et puis après tu passeras au numérique, ça sera bien comme ça. » Et il y a une certaine frustration, voilà, de nos jeunes de temps en temps. Et donc moi, on essaie de trouver dans nos INSPE, je pense, des leviers pour réduire un petit peu cet écart que je vais caricaturer entre formation initiale et formation continue, mais c'est plus fin que ça. Et par exemple, en sachant que nos étudiants fonctionnaires stagiaires sont eux-mêmes des vecteurs de ces évolutions, parce que comme ils sont en alternance, ils sont dans les établissements. Et parfois, là où la relation de tutorat avec leur tuteur établissement est fluide et sereine, ils permettent dans leur collaboration avec ces tuteurs, peut-être d'apporter un autre regard, une autre fraîcheur sur le numérique qu'on a pu travailler ensemble. Voilà. Et je le redis aussi, avant de laisser la parole à tous les collègues, les INSPE ont une expertise aussi à nouveau en recherche et par l'organisation de journées d'études où on mixte les publics, c'est-à-dire où on va avoir à la fois des étudiants, à la fois des formateurs, à la fois des enseignants-chercheurs et à la fois des enseignants de terrain. En ouvrant ces journées d'études le plus largement possible, on peut avoir cette acculturation numérique qui, à mon avis, est extrêmement riche. Voilà. Qui veut réagir sur cette question du lien entre la formation initiale, formation continue, la relation avec les collègues plus expérimentés? André? C'est juste pour ajouter une dimension à ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a dans le numérique, il y a aussi l'arrivée de nouveaux outils. Et c'est entre le moment où une personne a sa formation initiale et le moment où arrive cet outil, il y a 5, 10, 15 ans qui peuvent se passer. Peut-être l'exemple le plus célèbre, c'est l'arrivée des tableaux numériques interactifs dans les années 2004-2005. Où en fait c'est quelque chose d'extraordinairement important dans le sens où c'est ni un tableau ni rien, mais en fait c'est juste l'ordinateur qui arrive dans la salle de classe, l'ordinateur comme outil collectif, et on peut absolument tout faire avec un outil comme ça. Et c'est pas du tout un problème franco-français, c'est vraiment, il y a des enquêtes dans tous les pays qui montrent exactement la même chose, c'est que un outil comme celui-là, avec une puissance absolument incroyable, si au niveau d'un pays, il y a une politique d'équipement qui n'est pas accompagnée par une politique de formation continue, ben, au bout d'un moment, voilà, je ne sais pas quelle est la meilleure évolution, soit on se met à se servir du tableau avec un feutre, et puis ou alors on voit la poussière qui s'accumule. En fait, la formation continue, il y a aussi cet aspect des innovations qui arrivent tout au long de la vie, des enseignants et bien entendu de toutes les autres professions, et je crois que c'est assez
assez exemplaire d'à quel point les politiques éducatives doivent penser en même temps l'équipement et la formation. C'est indissociable. Et encore une fois, c'est pas du tout franco-français. Hein. Il y a des exemples célèbres partout dans le monde sur cette question-là. Mais Jean-Marc Mériot, oui. Aller dans ce sens-là, hein, tout ce qui a été démontré ces dernières années, et là aussi à travers l'ensemble de ce qui a pu se passer au point de vue international, c'est que pour une bonne intégration du numérique, il faut qu'il y ait les 3 piliers qui soient simultanément déployés, c'est-à-dire l'équipement, parce qu'on ne peut pas ne pas faire que l'équipement ne soit pas là. La question de la ressource et des services, c'est-à-dire les outils tels que… Voilà. Et la troisième, c'est la formation. Ce qu'on n'a réellement jamais réussi à faire, c'est que tout ça soit réellement déployé simultanément. Et pour pouvoir asseoir réellement une stratégie, il faut que ces 3 piliers soient simultanément déployés. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire là depuis la rentrée à travers les territoires numériques éducatifs qui sont les expérimentations qu'on a lancées dans 2 départements, où justement on inclut ces trois dimensions-là totalement simultanément. On n'attend pas que le matériel soit totalement déployé pour former. On n'attend pas que les enseignants utilisent déjà la ressource pour les former. On les forme tout de suite à l'usage. Voilà. C'est dans toute cette… et on essaye réellement de changer de paradigme par rapport à ça et de se dire il faut vraiment qu'on soit en capacité de pouvoir là aussi faire que ces 3 piliers soient simultanément déployés. Et quand on a eu que dans d'autres pays qui ont été amenés à être peut-être plus efficaces, ces 3 piliers-là, on a bien observé qu'ils étaient déployés simultanément. Et donc, vous faites ça dans l'Aisne et le Val d'Oise, peut-être bien de le citer, avec des moyens quand même assez importants. Oui, et on a inclus une autre dimension qu'on n'incluait pas non plus aujourd'hui. On a rajouté un 4e axe, mais qui est la formation des parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on inclut aussi dans les territoires numériques éducatifs la formation des parents et l'accompagnement des parents dans la prise en main de l'ensemble des outils. Et entre autres, les parents les plus éloignés, comme le rappelait aussi André Tricot, parce que notre enjeu, c'est aussi de pouvoir là aussi mener des politiques ciblées. Le résultat de ce qu'on a été amené à vivre dans le confinement, c'est cette fracture numérique dans toutes ses dimensions, hein, que ce soit dans l'équipement, que ce soit dans l'électronisme, tout ça. Et aujourd'hui, il nous faut être dans des politiques publiques ciblées, plus que comment on arrive à… On n'aime pas spécialement en France porter des politiques publiques ciblées, mais je pense que sur la question du numérique et entre autres sur les enjeux de la fracture numérique multiforme, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir porter des politiques publiques ciblées. Daniel, j'ai cru voir que vous vouliez réagir. Je voudrais réagir à l'intervention de André Tricot sur les TNI là, et celle de Jean-Marc qui vient d'être faite là, sur le même sujet. En gros, moi j'ai eu la chance de participer à une expérimentation en Haïti. Il y a 500 écoles qui sont dotées de TNI. Et donc on s'est aperçu que pour que ça marche, ce que vient de dire Jean-Marc, s'il n'y a pas les 4 facteurs, le TNI il est décroché puis il part dans le village où il va servir pour regarder un match de foot, quoi. En gros, première chose, c'est le tableau numérique interactif. C'est le tableau noir de Jules Ferry qui était avec la craie. Là, il est avec le numérique et avec un… Donc, en gros, première chose, c'est le matériel et la formation à l'usage des matériels, parce que ça a l'air de rien, mais il faut savoir le faire. La deuxième chose, c'est une formation, non, pas technique et pas tactique à l'outil, mais une formation pédagogique, à savoir comment je peux utiliser… La troisième chose, c'est la formation, mais lourde, et c'est pour ça que le concept de formation initiale et formation continue me dépasse totalement. Je pense que soit c'est une formation totale ou soit on arrête, quoi, parce que justement, ça crée un souci majeur, je pense, de ne pas prolonger la formation initiale sur les 5 ans qui suivent l'insertion dans le métier et de ne pas mettre les collègues qui sont depuis longtemps dans ces mêmes… Voilà, en gros, moi, je suis pour bon. La 4e chose qu'il faut au niveau qui a fonctionné, c'est qu'on a fabriqué à la demande des enseignants des outils qui étaient des cours type un Colaba. Donc on a pris le programme, on a décliné des cours, comment on fait des mathématiques en CE2 en Haïti, mais
et ça a été demandé par les enseignants, ils ont voulu aucun des produits existants. Ils veulent pouvoir réintervenir dans le cours et changer la diapositive numéro 3 et la mettre à la place de la diapositive numéro 4. Donc, c'est le troisième facteur, c'est d'avoir des outils qui sont suffisamment ergonomiques, j'allais dire presque Apple, c'est-à-dire en gros sans mode d'emploi, mais qui sont utilisables et modélisables facilement. Et la quatrième chose, et ça, c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais réintervenir sur la question formation initiale, formation continue, c'est l'installation d'une permanence collaborative. Et ça, je trouve que c'est le quatrième aspect qui était le plus porteur en Haïti, puisque quand quelqu'un a une difficulté, elle n'est pas toujours résolue par l'INSPE de là-bas, mais elle est résolue par les pairs. Et on sous-estime la capacité à apprendre ensemble et à mettre ça en relation. Et comme ils ont des millions de télégrammes, ils n'ont pas un endroit qui est structuré qui permet de faire ça. Donc, il y a des blogs, vous connaissez tous la diversité. Je trouve sur ce quatrième aspect du collaboratif, Hawkins, il pense que le numérique, c'est un cerveau mondial avec beaucoup de neurones. Il dit ça en plaisantant, mais il veut dire quoi? Il veut dire qu'on n'utilise pas assez l'apport des pairs, y compris dans la formation initiale et continue, comme un des outils qui peut permettre non pas de faire de la formation, de recherche, etc., mais d'apporter à un moment donné son hypothèse de travail dans un ensemble plus vaste et au moins d'être challengé sur ces sujets-là. Voilà un peu les 4 outils qui nous ont permis de continuer l'expérimentation, mais elle ne s'arrête pas, puisque la même chose a été faite au Sénégal, ça s'appelait l'opération Sankoré, et en fait, les tableaux ont disparu, et servent, je vous dis, à regarder les matchs de foot. Donc, les tableaux servent à regarder les matchs de foot, pourquoi pas. Jean-Marc Mériot, sans les élèves, hein. Sans les élèves, oui. C'était un autre usage. Merci Daniel pour ce partage. Jean-Marc Mériot, sur ces questions de formation, vous avez, on en a parlé un petit peu en préparant, vous avez des projets dans les cartons et notamment cette idée d'un nid INSPE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? L'INSPE porte, en tout cas, il y a une démarche qui est très en lien aussi avec l'évolution de Canopé, donc opérateur du ministère de l'Éducation nationale, sur aujourd'hui vraiment offrir un certain nombre d'outils pour permettre et faciliter la formation en ligne et à distance pour l'ensemble des enseignants. Donc ça, c'est vrai que c'est une évolution qui a été encore réaffirmée par le ministre récemment sur repositionner aussi l'opérateur qui, je vous le rappelle, avant était un éditeur qui a été amené à vivre des évolutions assez majeures, voilà, où la dimension de la formation tout au long de la vie, parce qu'on peut parler plus sûrement de formation tout au long de la vie, sur justement cette capacité à accompagner, à outiller l'ensemble des enseignants et l'ensemble de l'encadrement aussi, pour permettre de faciliter toute cette formation. Et donc, c'est dans cette logique-là aussi que s'inscrit et va s'inscrire l'INSPE demain pour permettre là aussi de pouvoir travailler tous ensemble sur ce que doit être cette approche d'une formation simplifiée. Et on l'a bien vu, Canopé, à travers son offre Canotech, entre autres, pendant le confinement, a été amené à proposer des formations beaucoup plus rapides, simples, agiles, ce qui a permis de répondre réellement à beaucoup d'attentes des enseignants par rapport à des plateformes telles qu'on les a pensées aussi et telles qu'on les avait pensées depuis maintenant, si je prends Magister qui avait été déployé en 2014, nous étions sur de la formation beaucoup plus dirigée et pas dans cette approche d'une formation plus ouverte, plus accessible, plus Donc c'est aujourd'hui comment on fait évoluer l'ensemble des outils. Magister est un outil qui aujourd'hui forme pas loin de 350 000 enseignants quand même par an, donc c'est pas rien. En tout cas, dans les enjeux en lien avec la formation au numérique et par le numérique, c'est quand même une dimension importante à prendre en compte. Mais il nous faut aujourd'hui aussi faire évoluer l'ensemble des dispositifs de formation numérique pour pouvoir intégrer aussi il n'y a pas qu'un seul outil, il y a une multitude d'outils à pouvoir proposer. Après, à nous de pouvoir rendre tout ça accessible et faire qu'on puisse valoriser l'ensemble de ces outils dans la dynamique, en tout cas dans les enjeux des pratiques pédagogiques telles qu'on a pu l'exprimer depuis le début de cette table ronde.
Je reste un peu avec vous, mais Elsa pourra peut-être aussi compléter. Je ne veux pas passer à côté des questions et des relances de nos participants qui reviennent beaucoup sur la question du PIX en disant attention calendrier, c'est très tard. Est-ce que l'arrêté de 2019 qui impose une certification obligatoire va être abrogé? On a besoin de réponses. Alors je ne sais pas si on peut les donner ici, mais si on les a, tentons le coup. Sur la certification des compétences numériques des élèves, c'est ça? Enseignants, PIX enseignants. Les enseignants. La partie PIX enseignants. Ça ne sera pas abrogé. Après, la question, c'est que voilà, on est dans en tout cas, on essaye de faire que le PIX enseignant soit rapidement disponible, quoi. Donc voilà, après, c'est vrai que logiquement, ça doit s'inscrire là aussi dans cette approche. Donc, je vous avouerai, je n'ai pas les derniers éléments réels de tout le calendrier voilà, en ma possession, mais bien évidemment, on va faire remonter toutes ces informations-là pour que ça puisse là aussi être un élément important pour que tout le monde l'intègre dans des approches de formation. On a de toute façon une grande... Allez-y, Elsa, allez-y, je vous en prie. Oui, c'est juste pour compléter. En fait, je pense que les référents numériques des INSPE, comment dire, n'attendent pas les bras ballants que ça arrive. Je sais qu'il y a plein de collègues qui sont déjà en train de réfléchir en attendant, parce que on fait partie de ces groupes de travail sur PIX, de certains de nos référents y sont, donc ils ont des éléments et ils sont en train d'essayer en ce moment de voir comment, là, à court terme, on va pouvoir compléter les compétences du C2I2E avec ce PIX enseignant. Voilà, il y a une réflexion qui est en cours en attendant, et c'est pour ça que ça nous permettra de nous adapter, à mon avis, assez rapidement au moment où le PIX enseignant va sortir à ce sujet. Peut-être juste sur les INSP, j'avais une petite parole, si ça vous ennuie pas. Le réseau a été informé, et puis sur ces INSP, sur ce projet INSP, le réseau des INSP voit un intérêt dans cet accès aux cours en ligne, par exemple pour des étudiants ou empêchés, ça nous semble intéressant. Et cette réflexion, on souhaite y être associé parce que ça nous permet nous-mêmes de continuer celle qu'on a déjà engagée dans nos INSP sur des pratiques à distance. Je voudrais pas qu'on oublie qu'on a aussi des masters à distance, on a des masters hybrides pour des personnes qui sont contractuelles, par exemple. Donc cette réflexion, elle est déjà engagée dans les INSP. Ça serait intéressant qu'on puisse le faire avec Canopé, avec lesquels par ailleurs, d'ailleurs, on entretient de très bonnes relations et on a déjà des projets ensemble. Ça me semble important qu'on y pense ensemble et pas en parallèle, parce que cette plateforme, elle a un réel intérêt. Il faut absolument qu'on puisse le travailler avec Canopé. Ouais. Eh ben, on vous réunira la prochaine fois, alors du coup, on va faire ça. C'est totalement le cas. Aujourd'hui, on est vraiment au début de l'histoire, hein, donc pas du tout encore, voilà. Et bien évidemment, tout ça sera intégré ça sera un projet avant tout collaboratif. C'est le numérique, si c'est pas collaboratif, ça n'existe pas. Il y a une question très intéressante, je trouve, d'ailleurs, qu'il y a eu pas mal de votes des participants sur l'importance de changer aussi les modalités des examens. Alors là, on parle pas de formation des enseignants, mais enfin, c'est quand même un sacré changement, je pense, pour un enseignant de revoir ses modalités d'examen. Parce que si on fait pas des examens collaboratifs, créatifs, à distance, etc., on peut pas non plus complètement changer toute la chaîne. Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus ou des avis? André Tricot, peut-être. Je ne sais pas si les examens, c'est un sujet qui vous inspire. Ouais, si, je suis censé m'occuper de ça, oui. En fait, c'est exactement comme on a abordé les autres questions. C'est d'abord d'essayer d'avoir des idées claires sur les fonctions qu'on veut faire remplir à l'évaluation. Et donc, pourquoi on fait une évaluation? Est-ce qu'on fait une évaluation pour valider un diplôme? Est-ce qu'on fait une évaluation pour aider un étudiant ou un élève à apprendre? Est-ce qu'on fait, quelle est la fonction? Et une fois qu'on a l'idée à peu près claire de la fonction qu'on veut faire remplir à l'évaluation, alors on peut se poser la question de comment on va la mettre en œuvre. Et au moment où on se pose la question de la mise en œuvre, alors effectivement, on peut la mettre en œuvre en présence, on peut la mettre en œuvre en distance. Et voilà, une fois que ces idées sont à peu près claires, on peut se demander quels outils existent au service de cette évaluation qu'on veut mettre en œuvre de telle ou telle manière. Et là, effectivement, il y a plein d'outils tous plus intéressants les uns que les autres, avec chaque fois
je crois, l'intérêt de regarder, parce que vous imaginez bien que c'est pas une question qu'on est les seuls à se la poser, de regarder les travaux qui existent dans le domaine, qui sont extraordinairement nombreux. Et je crois que sur chacune des grandes fonctions de l'évaluation, on peut vraiment se faire une idée de quel est l'intérêt et quelles sont les limites des outils existants pour remplir cette fonction de l'évaluation. Et j'insiste là-dessus parce que vraiment, enfin, moi, je crois qu'on a beaucoup à apprendre, par exemple, de la façon dont les études de médecine sont en train d'évoluer, et cette décision de dire, pour évaluer un étudiant, peut-être que les tâches d'apprentissage par cœur sanctionnées, enfin évaluées via un QCM, c'est peut-être pas ça qui est adéquat pour comment dire, sélectionner l'entrée pour de futurs médecins. Et en changeant la fonction de l'évaluation, parce que dans les universités de médecine, ils ont eu une réflexion sur quel médecin nous voulons former et avec quelle capacité d'apprentissage, alors on fait évoluer les fonctions de l'évaluation, la façon dont on la met en œuvre et les outils vraiment au bout de la chaîne, quoi, les outils à la fin. Et sinon, je trouve personnellement terrifiant le truc de dire il y a tel outil, qu'est-ce qu'on va en faire? Non, l'outil, on a juste à savoir qu'il existe, c'est tout. Les outils, d'ailleurs, il y en a beaucoup, ça a été dit. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de réactions, mais de quels outils parle-t-on? C'est vrai que le panorama est hyper large. La cartographie des outils, je ne sais même pas si elle existe. Et donc, si Daniel évoquait tout à l'heure aussi la profusion d'outils, mais à un moment, il faut aussi qu'on arrive à faire des choix, quoi. Mais ça, c'est le prix à payer, en fait. Si vous voulez conférer aux outils le statut d'outils, au service des fonctions, par exemple, d'évaluation ou des fonctions pédagogiques, si vous voulez conférer aux outils le statut d'outils, il faut être extrêmement cultivé. C'est tout. C'est que ces outils, vous devez les connaître. Et pour les connaître, il faut faire de la veille, et pas une veille béate, mais une veille critique. Et effectivement, l'exigence de considérer les outils comme des outils, elle est très élevée. Daniel, ça vous fait réagir? Ça vous fait réagir? Allez-y. Non, mais je suis complètement d'accord. Hein, vraiment. Tout à l'heure, on est passé un peu à côté d'une réflexion de Jean-Marc Berreux qu'il n'a pas formulée, mais il réfléchit à l'idée que, justement, par exemple, sur l'exemple des formations, tous les organismes, Canopé, tous ceux qui sont les opérateurs, tous ceux se réunissent, pas dans un portail unique, on n'est pas en USSR BAC, mais on est dans quelque chose qui n'est pas accessible pour un enseignant qui est dans sa classe. Il devrait avoir accès à un portail, pas un portail unique, mais d'aller chercher des formations plus facilement qu'il ne le fait, et dans lequel il trouve à la fois les produits de Canopé, à la fois ceux qui sont faits par l'INSP, etc., de l'IFE, je pense. Vous voyez ce que je veux dire, y compris des données sur la recherche. En gros, moi, ce que je plaide, c'est pour une simplification par la qualité, bien sûr, parce qu'il faut le présenter, mais par une ergonomie pour aller chercher les formations ou les besoins que j'ai dans ma classe sur tel ou tel moment, à un moment donné. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, il y a un parcours du combattant dans les outils, il y a un parcours du combattant dans la diversité des producteurs de formation. Vous voyez ce que je veux dire? On est capable aujourd'hui, alors moi je reprends la formule de Tricot à mon compte, hein, d'être extrêmement exigeant sans vouloir exclure. Si par exemple tel outil il ne vaut pas un clou pédagogique, et bien on peut dire qu'il ne vaut pas un clou. Ça ne veut pas dire qu'on demande à le supprimer. Les enseignants sont responsables de leur usage et de leur choix, mais au moins qu'il y ait une sorte de rating, de notation collaborative, ou y compris par les instituts. Tout ça permettrait de naviguer mieux dans ce parcours un peu du combattant que j'appelle, parce que chaque enseignant, il faut bien le comprendre, dans l'activité de sa classe, n'a pas le temps de faire cette veille, n'a pas le temps d'aller expérimenter les outils. On lui dit, vas-y, il y a ce truc-là qui est vachement bien, va l'essayer. Oui, d'accord, mais enfin, il faut quand même faire classe aussi. Voilà. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on a une responsabilité, tous les opérateurs de formation, et je sais que Marie-Caroline, on a eu cette discussion avec Jean-Marc Mériot, est très sensible à cette idée de rendre plus accessible encore les formations de façon simple pour les enseignants.
Merci Daniel. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre intervention la question des learning analytics, des data d'apprentissage. Vous avez dit, si j'étais ministre de l'Éducation, j'aurais du mal à y voir clair. Il y a une question là qui a été relancée par un des participants qui aimerait qu'on en parle un petit peu plus aujourd'hui. Est-ce que cette question des traces d'apprentissage, notamment j'imagine via les ENT, mais sans doute par d'autres sources, sont consolidées? Est-ce qu'il y a des réflexions autour de ça et des résultats de recherche peut-être aussi? Je veux bien parler des résultats de recherche et qui est le seul aspect que je connais un petit peu. En fait, comment dire? Donc, les learning analytics, ça fait 20 ans qu'on utilise ce terme-là et qu'il y a des travaux chez les learning analytics. Et bien entendu, on n'a pas attendu l'invention du terme learning analytics pour se demander quelle relation il y avait entre le comportement d'un étudiant ou d'un élève en ligne ou dans l'apprentissage avec un outil numérique et la réussite de son apprentissage. La question, c'est ça, hein, c'est comment on met en relation la façon dont un individu se comporte dans un environnement d'apprentissage et la réussite de son apprentissage ou les progrès que cette personne fait. Ce qui est très, très difficile dans le domaine, c'est qu'on est capable de trouver des indicateurs qui sont assez fiables, mais qui sont extrêmement triviaux. Du genre, les étudiants assidus, généralement, réussissent mieux que ceux qui font rien. Les étudiants qui vont voir des informations pertinentes réussissent mieux que ceux qui vont voir des informations non pertinentes. Les étudiants qui vont voir plusieurs ressources sur ce sujet réussissent mieux que ceux qui vont voir aucune ressource sur ce sujet. Donc, ces indicateurs, on les connaît et, j'allais dire, j'ai presque honte en les présentant tellement ils sont triviaux. Quand on essaye de chercher des indicateurs un peu plus subtils que cela, par exemple, la redondance dans un parcours. Hein. Le fait qu'un individu revienne plusieurs fois au même endroit, quand on essaye de prendre en compte des paramètres temporels dans l'activité, alors tout d'un coup, ces indicateurs un peu plus subtils, ils sont beaucoup plus difficiles à mettre en relation avec les performances. Et c'est donc sans doute, enfin vraiment, je crois, en tout cas du point de vue de la recherche, un domaine dans lequel comment dire, il faut venir et il faut y aller parce qu'il y a énormément de progrès à faire pour dépasser, on va dire, cette première génération de learning analytics qui est vraiment triviale et comment dire. Et si vous voulez donner du sens au comportement d'apprentissage, il faut qu'il y ait des personnes qui comprennent ce que c'est qu'apprendre dans un environnement scolaire. Je ne parle pas d'apprendre en général, mais d'apprendre dans un environnement scolaire. Et ça, autrement dit, pardon d'être un peu technique, mais on ne peut pas se contenter dans ce domaine d'avoir des approches ascendantes. Vous voyez, on a des datas, on repère des régularités, on dit « Ah ben tiens, telle régularité, elle corrèle bien avec telle régularité ». Ce n'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est de dire « Telle régularité, elle a quel sens ?» du point de vue des apprentissages scolaires. Et ça, si vous n'avez pas des gens qui comprennent ce qui se passe dans les apprentissages scolaires, alors on va un peu à la comment dire, vous voyez, à la pêche au hasard, vous voyez, à la pêche aux résultats miraculeux qui auraient du sens. Pardon, j'étais un peu long, mais c'est un sujet qui me tient. Jean-Marc Perriot, vous voulez réagir là-dessus? Non, mais je pense qu'en effet, non, je voulais juste rebondir par rapport à nos problématiques de PIX tout à l'heure pour redonner aussi quelques précisions, parce que je pense que c'est important, il y a beaucoup encore de questions dessus. Ouais. Il y a la question, tout le monde peut aussi utiliser le PIX aujourd'hui, hein, donc la plateforme, elle existe. Le PIX enseignant sera une dimension supplémentaire. Donc, je tiens juste à rappeler que le PIX aujourd'hui s'appuie bien sur le référentiel. Donc, on a déjà ce PIX-là. On peut l'utiliser avec un accompagnement spécifique dans le cadre des SP et donc des INSP, pardon, et donc de pouvoir l'inclure réellement aussi dans le cadre voilà, de la certification des compétences suivant le référentiel. Excusez-moi de revenir un peu en arrière, mais je pensais que c'était… C'est très bien. Il faut pas qu'on va essayer de laisser non répondu. On arrive un peu au terme, donc là, on va tour de table.
On vous en remercie. On voit bien que vous êtes tout à fait parmi nous. Daniel, réagissez. Juste un mot par rapport à ce que vient de dire André Tricot. Je vais faire exprès d'être un peu provocateur sur la question de la data analytics, parce que voilà, il y a une société privée française qui s'occupe de l'éducation des jeunes, pas d'éducation, qui s'appelle DigiSchool. DigiSchool, il capte l'angoisse des gamins. Donc, je passe mon permis, je passe mon alternance, je cherche ci, je cherche là. Donc, en gros, il capte de l'angoisse de la jeunesse. Et il est capable de sortir aujourd'hui une data analytique qui nous dit que, par exemple, en 5e au mois de février, tous les gamins posent une question sur les fractions. Moi, je ne dis pas que c'est DigiSchool qui doit régler la question de ce qui est ascendant, justement. Mais je dis que si on prélevait cette data analytique qui vient d'ailleurs, on s'en fiche qu'elle vienne de Teams, qu'elle vienne de Zoom ou d'ailleurs, mais qu'ensuite on réfléchisse, comme le dit André Tricot, sur ce que ça signifie et ce qu'on peut en faire dans l'éducation, alors là, on trouverait la connexion, on verrait des choses à faire. C'est-à-dire qu'en gros, quelque part, la question des fractions a mal été posée, a mal été comprise, et donc en gros, ça permettait de rétroagir aux enseignants, de rétroagir sur cette question, parce que l'angoisse, elle existe. Alors on peut dire qu'elle n'existe pas parce qu'elle vient du privé, mais c'est comme quand on casse le thermomètre, ça n'empêche pas qu'il fasse froid ou chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, moi je suis preneur d'une réflexion sur la data analytique, elle existe, mais tout le travail reste à faire. Et là, je suis d'accord avec lui, tout le travail, la data analytique en elle-même ne procure rien du tout. Il faut la travailler. Voilà pourquoi je pense qu'en termes de formation, il y a des choses à faire à partir de ces retours qui existent déjà sur le terrain. Je ne vais pas parler de Minecraft ou des jeux vidéo, mais on a de la data analytique qui est déjà utilisée par les grands concepteurs de jeux vidéo. Alors après, eux, ils en servent pour aller vendre des produits. Ce n'est pas notre sujet. Mais vous comprenez que c'est déjà en cours. Dans les jeux vidéo, on est en capacité de dire que… Voilà. Non, mais, une réaction là-dessus? Oui, juste pour peut-être aller dans ce sens-là aussi, je pense qu'un des enjeux, c'est de former à la data. C'est-à-dire la question de l'utilisation de la donnée, de pouvoir être dans l'ensemble des enjeux de la formation. Il faut aussi que chaque enseignant soit en capacité de pouvoir mesurer ce qu'il est possible de faire avec ou pas de la data, en tout cas quel traitement on doit faire de la donnée, voilà. Et c'est tout un enjeu très fort aussi de pouvoir mettre en place des dispositions de formation, ce qui existe entre autres pour les élèves à travers SNT qui est sciences numériques et technologies qui sont les formations en seconde pour tous les élèves. On a intégré aussi toute une dimension sur l'éducation à la donnée et je pense que la question de la formation à la donnée pour les enseignants est aussi une dimension très importante pour pouvoir intégrer et ne pas avoir non plus une vision trop, voilà, une image de cette donnée qui peut tout faire. Et voilà, en tout cas, il faut être en capacité de pouvoir vraiment donner les éléments à l'enseignant pour qu'il comprenne la place de la donnée et ce qu'on est en capacité ou pas de pouvoir faire avec cette donnée. Elsa, peut-être, ça va nous amener à une question de conclusion. Est-ce qu'on peut dire, comme ça semble être le consensus dans notre salle virtuelle avec nos participants, qu'il faut distinguer dans la formation une culture numérique de base et des choses plus spécifiques, plus disciplinaires? J'ai l'impression que c'était aussi le sens de ce que disait André Tricot. C'est une remarque d'Anne Cordier qui nous a relancé et qui a eu beaucoup de votes. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de consensus là-dessus. Vous partagez? Oui, il y a la notion de maîtrise du numérique au sens large qui peut être transversale, et puis il y a toute la dimension, c'est pas très joli, mais d'application au métier dans sa discipline qui va demander de pouvoir former les enseignants, encore une fois, aux enjeux du numérique dans leur discipline, et ils sont en attente aussi de ça. C'est difficile les deux sont nécessaires à mon avis. Voilà, les deux sont nécessaires et les étudiants sont en INSPE en attente de ces deux champs-là. Que l'un ou que l'autre, ça fonctionne pas. C'est pas suffisant. Alors, c'est bientôt Noël, les décos de Noël arrivent. Donc maintenant, on va pouvoir faire des vœux, tous les quatre. Vous pouvez vous lâcher. On va repartir de notre actualité des états généraux du numérique et je vais vous demander à chacun d'entre vous de me dire en quelques mots ce que vous en attendez, ce que vous en espérez, ce qu'on peut en espérer
en se disant que tout est possible en cette fin de webinaire. André Tricot, allez, je vous fais démarrer. Non, c'est juste voilà, de dire des moments comme ça, il faut sans doute les multiplier pour apprendre à mieux se connaître. Voilà. Et effectivement, là, comment dire, la remarque qui se voulait provocatrice sur le privé, voilà, il se trouve que les travaux dans un laboratoire de recherche publique à Poitiers font de l'analyse des requêtes des élèves sur leurs difficultés en mathématiques en fonction d'un programme depuis 20 ans, et ils font ça très très bien. C'est juste des travaux qui ne sont pas très connus à l'extérieur, mais il faudrait aller voir les travaux que font ses collègues et notamment qui ont analysé par exemple la différence qu'il y avait entre avoir une difficulté à comprendre un problème et la difficulté à mettre en œuvre la solution, et avoir des difficultés au moment de la réalisation du calcul. Donc il y a des travaux très très subtils, très anciens, dans des bons vieux laboratoires publics qui sont faits. Des bons vieux laboratoires publics. Elsa. Alors, Elsa, un vœu pour les états généraux du numérique pour l'éducation? Alors, un vœu, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que nous, on trouve intéressant dans ces états généraux du numérique, c'est de mettre la formation des enseignants au numérique dans une vision systémique, c'est-à-dire qu'on va interroger tous les acteurs. Ça nous semble extrêmement intéressant. Localement, les INSPE ont participé aux états généraux. Enfin, ils sont en train, parce que je crois que c'est entre le 14 et le 16. Donc, il y a des ateliers en ce moment où les collègues des INSPE participent. Et au niveau du réseau, notre GT numérique est en train de phosphorer activement pour pouvoir participer à la réflexion commune qui aura lieu début novembre à Poitiers. Alors, l'attente, c'est de pouvoir continuer d'alimenter notre réflexion. Je crois que j'espère que vous avez compris que dans les INSPE, on est toujours dans cette vigilance à développer, à évoluer et à développer à la fois en nous appuyant sur des recommandations ministérielles et à la fois en nous appuyant sur les données de la recherche. Donc, ces états généraux du numérique, ils vont continuer d'alimenter notre réflexion. Et alors, c'est pas un vœu, c'est quelque chose qui nous est fort utile. Nous en avons besoin. Cette réflexion, elle est engagée depuis longtemps et on l'engage avec vous. C'est aussi l'engagement à travers ces nouvelles maquettes et j'espère qu'on pourra le voir dans ces nouvelles maquettes à partir dès la rentrée 21. Voilà. Donc, merci infiniment d'avoir pu organiser ce webinaire avec nous et d'avoir alimenté notre réflexion. Vos remarques nous ont été extrêmement précieuses. Merci Elsa. Jean-Marc Mériot et Daniel Lebray. Et puis ensuite, on pourra se souhaiter un bon appétit. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on met sous votre sapin de Noël? Non, la réussite des états généraux, parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps depuis maintenant quelques mois. En tout cas, voilà. Non, je pense que l'enjeu pour nous, c'est, on a souvent dit que le ministère n'avait pas ne portait pas de vision stratégique sur le numérique, ou en tout cas, voilà, on a été souvent critiqué dans cette approche-là. Et voilà. Et ce que nous, on a voulu faire les états généraux du numérique pour l'éducation, c'est surtout de faire que ça soit une stratégie qui puisse émaner du terrain aussi. Hein. Donc, c'est toute la dynamique telle qu'on l'a lancée avec une plateforme de concertation, avec des rétextes dans chaque académie, avec des états généraux territoriaux, avec tout ça. Et c'est toute cette matière-là qu'on a envie de faire prospérer et d'utiliser. Voilà, tout le travail avec la recherche. Et je pense que les états généraux du numérique pour l'éducation doivent réaffirmer ce lien avec le monde de la recherche plus que jamais, parce que on le voit bien à travers aussi les interventions d'André Tricot ou l'ensemble des travaux qui peuvent être portés. Il y a beaucoup de choses qui existent, c'est pas nouveau, il y a plein de choses, mais sauf que il faut qu'on arrive à réellement réussir ce transfert entre ce qui peut se passer dans le monde académique et dans le monde universitaire à travers l'ensemble des laboratoires et ce qui peut se passer dans la pratique. C'est le rôle aussi des INSPE. Je pense que c'est tout ça qu'il nous faut renforcer encore plus aujourd'hui. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire progresser l'ensemble de notre système éducatif, j'en suis persuadé. Et si les états généraux peuvent continuer à contribuer à toute cette dynamique-là, il nous faut encore aller plus loin et je pense que c'est ça qu'il nous faut porter aujourd'hui. Merci Jean-Marc. Oui. Daniel Lebray, moi, je vais conclusion. Hier, j'ai vu d'un sauce et avenir qu'il y avait un gamin de 13 ans qui avait fait une fusion nucléaire. C'est en gros aux États-Unis dans sa chambre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait aujourd'hui
mon premier vœu, c'est que vraiment ce soit l'innovation, le truc lié à la recherche, et y compris à la recherche publique. Moi, j'ai travaillé avec l'INRIA, l'école des mines. On a des gens partout qui ont envie de contribuer à élever le niveau et à aller chercher les gamins pour qu'ils soient plus créatifs dans leur cursus de formation. La deuxième chose, c'est que vraiment, j'attends beaucoup, parce que c'est pas moi qui attends, mais c'est qu'en fait, la situation Covid et les réactions des enseignants montrent qu'ils attendent beaucoup de cet âge généraux du numérique, donc je suis sûr que Jean-Marc va y arriver. Merci Daniel, merci sincèrement à vous quatre pour votre franc-parler et vos propos éclairants. Merci aux participants, vous avez été nombreux et vous avez interagi. Il y aura donc un replay et sur le site Campus Matin, un compte-rendu aussi de cet échange. Je voudrais remercier Mario Cotron, qui est le directeur de l'INSPE de l'Académie de Poitiers et qui était dans la salle virtuelle, ainsi que qu'Anne-Lise Roturo, avec qui on a travaillé en amont pour préparer ce webinaire et normalement d'autres séquences de ce type-là. Donc, merci en particulier à eux deux. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à vous dire à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci infiniment.